bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie déjà d'être là cet après-midi pour ce deuxième direct de l'Open Savoir Festival. Nous accueillons aujourd'hui Philippe Carré. Philippe Carré, qui est professeur émérite de sciences de l'éducation et de la formation à l'Université Paris-Nanterre, qui est membre de l'équipe de recherche Apprenance, Formation et Digitale du laboratoire CREF, où il a créé le master ingénierie pédagogique en formation d'adultes. Philippe Carré est aujourd'hui également directeur de la publication de la revue Savoir et membre du comité directeur de l'International Society for Self-Directed Learning et président de l'association Interface Recherche. Philippe Carré nous fait l'honneur d'être parmi nous, l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui parce que alors, je vais quand même tout dire, parce que je suis transparente. Je vais quand même tout dire. J'ai un peu insisté pour que Philippe soit avec nous aujourd'hui, parce que c'est vrai, quand je lui ai parlé de notre projet de création de territoires apprenants, de ce point de départ qui était le réseau citoyen de service, de la valorisation des compétences transversales, dans un département comme celui de la Creuse, tout ça paraissait un petit peu surréaliste. Et puis, voilà, en expliquant que réellement notre démarche, le fait que l'on pensait les choses et que les choses évoluaient parce que le public était présent, parce que les partenaires s'y intéressaient, et bien voilà, Philippe a fait le lien avec effectivement ce qui est son domaine et ce sur quoi il travaille depuis des années. D'ailleurs, son dernier ouvrage s'intitule « Pourquoi et comment les adultes apprennent ». Donc, on est vraiment dans notre sujet. Et donc, il a accepté d'être avec nous aujourd'hui. Et je pense qu'il va vraiment nous éclairer sur la suite à donner et sur comment concrétiser ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, on apprend, on s'en rend compte en Creuse que, alors il y a beaucoup de gens qui sont éloignés de l'emploi, éloignés de la formation, qui ont des parcours de vie très différents, mais un peu comme partout, hein, en Creuse comme ailleurs, et que finalement, alors en Creuse, il y a un tissu associatif, il y a énormément de choses qui permettent d'apprendre autrement. La seule chose, c'est que on n'en avait peut-être pas forcément conscience, qu'on apprenait autrement. Et le point de départ de ce réseau citoyen de service, la rencontre de ces gens qui avaient des compétences et qui ignoraient peut-être même qu'ils les avaient et qui se sont dit « mais oui, moi je suis en train d'apprendre des choses des autres et puis moi aussi j'apprends aux autres et puis en faisant ça j'apprends ce que j'ai jamais appris dans ma vie ». Voilà, on s'est rendu compte qu'effectivement on était en train de faire quelque chose et que si on semait ces petits cailloux sur le territoire, effectivement ce territoire pourrait devenir ce fameux territoire apprenant. Donc l'apprentissage individuel, collectif, toutes les opportunités d'apprendre de toutes les manières possibles et dans tous les lieux possibles. Je pense que c'est ce dont va nous parler Philippe aujourd'hui. Donc je vais pas être beaucoup plus longue. Je vais lui laisser la parole. Simplement, je vais vous demander à tous ceux, à toutes celles et tous ceux qui sont là, pour que cela soit plus convivial, parce que c'est vrai que ce festival est numérique, parce qu'on ne peut pas faire autrement cette année, mais néanmoins, on va essayer de garder un petit peu d'humanité dans ce que l'on fait. C'est de, évidemment, laisser vos micros coupés lorsque une personne parle, mais d'ouvrir vos caméras pour qu'on se voit, pour que l'on se voit tous, et puis que Philippe ne parle pas qu'à des écrans noirs. Voilà, je vous demande juste, si c'est possible, d'ouvrir vos caméras, de fermer vos micros. Et bien sûr, comme hier, vous pouvez prendre la parole par le chat ou en levant la main. Philippe va faire sa présentation et ensuite il y aura un temps d'échange. Et surtout, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez dans la tête, parce que c'est vraiment, vraiment le moment. Merci Philippe, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Cynthia pour cette invitation d'abord, hein, et puis pour aussi
cette introduction qui situe un peu le sujet. Alors, c'est vrai qu'on avait d'ailleurs initialement prévu de faire ça en présentiel. À un moment, on a envisagé, j'ai même regardé, on a regardé les horaires complexes pour venir de Paris dans la Creuse. Et puis finalement, bah, malheureusement, on se retrouve dans une situation qui devient un classique, hein, mais à distance et par écran interposé. Donc ça, je le regrette un petit peu. Mais en même temps, je suis très heureux d'être avec vous, et en particulier à cause de ce que Cynthia vient de dire, c'est-à-dire de la liaison qu'il y a entre l'idée d'apprenance et l'évolution de ce que c'est que l'éducation des adultes depuis un siècle, hein, à peu près. Enfin, on ne va pas trop parler d'il y a un siècle, mais enfin, on va tout de même avoir un regard un petit peu historique sur l'évolution de l'éducation des adultes, et donc autour du titre de cette hypothèse du passage d'une idée de formation des adultes à l'idée d'apprenance. Et ça, c'est ce que je vais essayer de développer en deux parties cet après-midi, avec à chaque fois un espace entre les deux parties pour pouvoir avoir un débat par les différents moyens qui sont possibles. C'est-à-dire soit des questions sur le chat, soit ce qui est préférable quand c'est possible, des questions en live, où on peut d'ailleurs se voir pour effectivement interagir de façon un petit peu plus humaine. Merci également à Guillaume Villain avec qui on a passé plusieurs séquences pour essayer de trouver le bon support logistique là. Et juste un petit détail là-dessus, c'est qu'il y a une chose qu'on n'a pas réussi à régler, c'est le passage des documents, des diaporamas. Et donc, ça, on va peut-être hésiter un petit peu au début, mais je vais faire signe par main levée interposée à Guillaume pour qu'il change les planches qui apparaîtront devant vos écrans. Et donc, merci à lui pour cet appui logistique. Alors, comment on va procéder? Eh bien, je vous disais en deux parties. Une première partie, on va faire un peu d'histoire. Alors, j'espère que ce ne sera pas trop scolaire, justement, parce que ce serait contre le propos qui est le nôtre cet après-midi. Mais il faut tout de même prendre un peu de recul sur la façon dont évolue cette idée d'éducation des adultes depuis un certain nombre d'années. Et au terme de cette première partie, donc, on pourra échanger déjà sur cette question-là, sur cette hypothèse de l'évolution d'une notion finalement très scolaire de l'éducation des adultes à une notion aujourd'hui beaucoup plus centrée sur l'apprentissage, comme on dit, l'apprentissage tout au long de la vie, avec une petite réserve, sachant qu'on est là dans un débat un petit peu qui rencontre ce qu'on appelait dans le temps l'éducation populaire, c'est-à-dire ce secteur de la formation des adultes où on ne s'intéresse pas exclusivement aux salariés dans les organisations ou aux personnes en recherche d'emploi, mais également à tout ce tiers secteur qui passe en dessous des radars de la formation continue et qu'on trouve d'abord avant tout chez les retraités, puisque c'est même plus de 10 millions de personnes qui sont un peu en quelque sorte exclues de la formation continue, puisqu'il n'y a pas de dispositif, il n'y a pas d'aide particulière ou d'encouragement particulier à se former quand on a passé l'âge du travail actif, ou du moins du travail officiel, et puis également les personnes au foyer, et puis également tous les citoyens qui, parce que leur projet d'apprentissage n'est pas strictement professionnel, eux aussi sont un peu exclus du système parce qu'ils ne trouvent pas dans les mécanismes d'entreprise ou les mécanismes publics les ressources ou les dispositifs pour apprendre tout au long de la vie. Donc c'est bien de savoir qu'on est sur ces territoires-là, si je puis dire, qui sont un peu exclus du discours dominant sur la formation des adultes. Je vais y revenir dans l'évolution un peu des choses. Et ce sera donc la première partie du propos. Après ça, on va donc échanger. Et fonction de nos échanges, je me propose de passer à une deuxième partie, mais on verra si on fait comme ça ou si on discute plus largement. Mais deuxième partie qui pourrait être sur qu'est-ce que la psychologie nous apprend depuis, pareil, un siècle ou au moins un demi-siècle, sur la façon dont les adultes apprennent. Et on va retrouver la même idée qu'on aura vue à travers l'histoire, mais dans l'évolution de la recherche en psychologie qui nous fait passer d'un modèle très transmissif à un modèle beaucoup plus appropriatif. Donc j'essaierai de revenir à travers quelques thèmes rapides de la psychologie des apprentissages sur cette même idée qu'on est en train de changer de conception dominante de ce que c'est que l'éducation des adultes. Alors là, si on était en vrai, je vous dirais est-ce que ça va jusque-là et je regarderai si les sourcils se froncent ou si les gens ont l'air d'acquiescer pour pouvoir poursuivre. Alors ça m'est difficile de faire un sondage auprès de vous tout de suite pour savoir si jusque-là ça va.
mais j'espère que je ne vous ai pas perdu en cours de route. Première partie histoire et deuxième partie plus psychologie, et puis deux débats entre les deux. Voilà le menu de la séquence. Alors, ah zut, il faut que logiquement, je devrais cliquer sur mon écran, là, sur mon clavier, mais je vais lever la main, et donc, voilà. Donc, alors, il faut que je relève la main. Voilà, parfait, ça marche. Donc, première partie, une brève histoire de la formation des adultes. Alors là, on part de loin. Si on remonte ne serait-ce que par simplicité à un siècle, ou même à un peu plus d'un siècle, on a un premier modèle qui date de la fin du 19e siècle et que vous voyez, j'espère, passer devant vos écrans, qui est, à mon avis, très illustré, oui, voilà, qui est très illustré par cette gravure de la fin du 19e. C'est la première époque, disons, officielle de l'éducation des adultes sous la forme des cours du soir. Donc, le développement se fait tout au long du 19e siècle et culmine un peu à la fin du siècle, sous la forme finalement de cette duplication des cours qui sont adressés aux enfants pendant la journée par les instituteurs, vous savez, les fameux hussards noirs, là, les blouses grises de la Troisième République, les instituteurs qui, parce qu'il y a un besoin d'alphabétisation des adultes, ces instituteurs vont accueillir les parents des élèves, de leurs propres élèves, le soir, et finalement vont, dans une très grande majorité des cas, du moins ce que nous dit l'histoire, c'est que c'est vraiment le modèle tout à fait dominant, vont reproduire les cours qu'ils font dans la journée, cours de calcul, cours d'orthographe, cours de géographie, comme c'est le cas là, je suppose, pour les parents. Et là encore, je n'ai pas réussi à trouver l'image qui serait la plus illustrative, mais qui existe au musée de l'éducation à Rouen, où on voit des adultes, mais sur des pupitres qui sont plus petits, sans doute destinés à des enfants de l'école élémentaire, et qui sont surdimensionnés par rapport à ces pupitres et ces petites chaises faites pour les enfants, et qui assistent au cours de l'instituteur, dont on peut, comme dit, raisonnablement penser que c'est une reprise du programme qui est prévu pour les enfants. Donc là, on est vraiment dans la scolarisation de l'éducation des adultes, c'est-à-dire qu'on est sur le même modèle, les mêmes circonstances, vraisemblablement les mêmes méthodes, en tout cas la même estrade, le même professeur sachant, entre guillemets, qui cherche à transmettre son savoir, non plus aux élèves, mais à leurs parents, et non plus pendant la journée, mais le soir. Ça, c'est un peu la première période. Alors, si on veut un tout petit peu rentrer dans les détails, du moins donner quelques illustrations, le contenu principal, c'est l'alphabétisation, et c'est 800 000 inscrits au cours d'alphabétisation à la fin du 19e siècle, ce qui est quand même assez énorme. Et c'est finalement, c'est Voltaire qui, un siècle plus tôt, disait il ne faut jamais rougir d'aller à l'école, eût-on l'âge de Mathusalem. Donc c'est vraiment le début de l'idée d'éducation permanente, même si les historiens font remonter l'idée d'éducation permanente à l'Antiquité grecque et au texte, par exemple, à certains commentaires du Coran qui disent les uns et les autres, et dans différentes religions, en effet, que l'éducation ne doit pas s'arrêter à la fin de l'enfance ou de l'adolescence, mais qu'elle doit durer tout au long de la vie. Donc l'idée est très ancienne, elle est multimillénaire, mais disons que son développement et son expansion, on la situe donc à cette époque du 19e, dans la foulée de Voltaire et d'autres, et de Condorcet et des Lumières, qui un siècle avant avaient déjà renforcé l'idée qu'il fallait apprendre tout au long de la vie, enfin qu'on pouvait apprendre tout au long de la vie et qu'il fallait le faire autant que possible. Pour schématiser cette première époque, moi j'appelle ça, c'est assez facile comme image, mais je crois que ça parle d'enfance de la formation des adultes, hein, puisque c'est doublement l'enfance. D'une part, c'est le début, c'est le premier développement, et puis d'autre part, c'est un modèle calqué sur l'éducation de l'enfance. Il faut juste ajouter, s'il y a des historiens parmi vous qui pourraient le remarquer, que c'est également un petit peu plus tard, le XXe siècle, le début des cours de recyclage des adultes. Hein. Le terme de recyclage, d'ailleurs, indique bien ce qu'on fait. On prend des adultes qui sont au travail et on essaye de recycler leurs connaissances. Et ça se passe sur le plan pédagogique, qui est tout de même celui qui nous intéresse avant tout cet après-midi. Ça se passe également sous une forme extrêmement transmissive,
la leçon. Et d'ailleurs, on appelle les auditeurs, les élèves adultes, on les appelle des auditeurs au Conservatoire des Arts et Métiers. Donc ça dit bien que ce premier modèle est un modèle magistral, transmissif, frontal, tel qu'il est illustré devant dans cette gravure. Et puis, deuxième période, donc là, on bascule vers le milieu, à partir du milieu du XXe siècle, et on le voit sur cette photo cette fois-ci. On est dans un dispositif qui apparemment est extrêmement différent, qui va triompher derrière le terme de stage de formation, voire même de stagification, c'est-à-dire qu'on a modernisé, transformé le premier modèle, le modèle purement scolaire. Et ça se passe, on peut le dater à peu près, enfin, dans la dominante, c'est au milieu du siècle, parce que vers 1900, précisément en 1955, deux termes apparaissent dans le vocabulaire des spécialistes et des historiens. C'est le terme de formation continue qui apparaît dans les entreprises pour la première fois en 1955. Et la même année, ce qui est même une coïncidence intéressante et qui va après, comment dirais-je, s'épanouir dans la loi de 1971 sur la formation continue. Deuxième terme, celui d'éducation permanente. Donc l'historien va situer cette rencontre-là en 1955 et bizarrement, pourrait-on dire, en 1971, la fameuse loi Delors, que les plus anciens, dont les plus anciens ont quelques souvenirs, mais qui maintenant est une page d'histoire de la formation des adultes. En 1971, la loi s'appelle Loi sur la formation continue dans le cadre de l'éducation permanente. Donc on trouve bien ces deux termes de formation continue et d'éducation permanente qui apparaissent en 1955 et qui finalement explosent à travers la loi de 1971 sur la formation continue dans le cadre de l'éducation permanente. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc graduellement bien sûr, mais de façon extrêmement marquée à partir de 1970, c'est qu'on modernise le dispositif scolaire. Donc on peut le voir ici, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, on ne place plus ce qu'on va appeler alors désormais du très mauvais terme de former, les formés, ou pour le dire plus pudiquement, les participants, les stagiaires, comme je le disais au CNAM, les auditeurs, pour certains encore les élèves adultes, cette population un peu nouvelle finalement, socialement, on regarde politiquement, on va placer les gens sur le plan pédagogique en réunion de travail, en formule en U. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on va limiter le nombre de participants. C'est plus des classes de 25 ou de 30 ou de 35. D'ailleurs, c'est plus en principe des classes, même si le terme subsiste encore et qu'on trouve encore, y compris aujourd'hui, de jeunes adultes en particulier, sortis du système scolaire et engagés en formation, qui parlent de la classe. Mais bon, le terme devient complètement désuet. On parle du groupe. Et ce groupe en formation, il est installé en U et non plus en rond d'oignon. Il est moins nombreux, donc le chiffre habituel, c'est entre 12 et 15 participants. Et puis, on commence à utiliser des technologies différentes. C'est plus le tableau noir et la craie. D'ailleurs, l'estrade disparaît entre-temps. C'est plus le tableau noir et la craie, c'est les diapositives, mais alors sous la forme initiale des rétroprojecteurs. Je suppose que c'est le cas dans la photo qu'on a là, mais disons que le dispositif, c'est comme certaines d'entre vous ont pu le connaître, les plus anciens, là encore, c'est un gros appareil sur lequel on pose des diapositives et qu'on change manuellement, mais qui sont l'ancêtre de nos fameux vidéoprojecteurs. Donc modification du groupe, modification de l'espace, modification avec introduction de début de technologie, ou y compris de diapositives, avec des carousels de diapositives qu'on fait passer un peu comme ils sont là encore les ancêtres des vidéoprojecteurs. Et puis aussi, et j'allais dire surtout, on le voit d'ailleurs sur cette photo, au bout de la photo, l'apparition de la figure de l'animateur. L'enseignant n'est plus, dans un certain nombre de cas, et en particulier dans les entreprises, n'est plus l'enseigneur d'antan ou l'instituteur ou le maître d'école ou le professeur, mais ça devient un animateur de formation. Donc il y a une quatrième modification, modernisation du schéma scolaire qui est de changer la posture finalement de l'enseignant. Le terme clé, c'est stage de formation, et sur toute la période qui va nous amener pratiquement à aujourd'hui, le terme de stage, on va voir qu'il est en train de bouger aujourd'hui, mais
reste tout de même consacré comme la forme pédagogique majeure de la formation des adultes. Il y a bien évidemment des innovations. On pourrait parler de ce qui s'est passé pendant la Résistance, qui est l'époque antérieure à Uriage, où il y a eu beaucoup de nouveautés pédagogiques, et puis dans différents endroits, au CESI ou dans les universités, des innovations. Mais fondamentalement, ce qui est important, c'est de voir qu'on n'a pas transformé le modèle scolaire, on l'a modernisé. Ça, c'est très important, je crois, pour le passage de la première période à la deuxième période, qui, une fois de plus, est encore très présente aujourd'hui, on va le voir, même si elle est très contestée et très affectée par un certain nombre de changements. Mais dans cette deuxième période, on est toujours sous ce que les analystes ont appelé les trois unités du théâtre classique, c'est-à-dire que la formation, l'apprentissage des adultes se déroule toujours dans une unité de temps, une unité de lieu et une unité d'action. Unité de temps parce que se former, c'est aller à une certaine heure et à certains horaires, entre telle et telle heure, dans un lieu spécifié pour apprendre. Donc on a une unité de lieu, une unité de temps, et également une unité d'action parce qu'on peut, même si ça pourra dans le débat apparaître d'ailleurs, mais on a évidemment comment dirais-je, moderniser là encore l'approche pédagogique, mais il y a une unité d'action qui reste présente par rapport à la troisième période qu'on va voir après, où tout explosera en quelque sorte, où tout va se transformer. Mais dans la deuxième période, on a encore un, entre guillemets, sachant, une personne qui est détentrice du savoir, détentrice de compétences ou d'un certain nombre d'expériences qu'il ou elle va transmettre, ou chercher à transmettre dans la situation de formation. Cette deuxième période-là, je l'appelle, et vous avez déjà deviné le terme que je vais utiliser par rapport à la première que j'appelais enfance de la formation, là c'est l'adolescence de la formation. C'est-à-dire qu'on a modernisé, transformé le schéma précédent, mais sans fondamentalement changer ce qu'on pourrait appeler en clin d'œil le drame pédagogique ou la tragédie pédagogique au sens noble du terme, c'est-à-dire ce qui se déroule effectivement sur cette scène qu'est la formation, avec, comme on disait, les trois unités de temps, de lieu et d'action qui sont restées toujours les mêmes. Donc dans cette deuxième période, on a une modernisation de la taille du groupe, de l'organisation intérieure de l'espace, de l'utilisation de certains outils technologiques et de changement de posture de l'enseignant ou du responsable de la pédagogie. On a toutes ces transformations-là, ces modernisations-là, mais en même temps, on a fondamentalement une permanence de l'idée que pour apprendre, un adulte doit être à un certain endroit, entre certains horaires, avec en face de lui ou d'elle une personne dont la fonction est de faire apprendre finalement, ou de transmettre selon le vocabulaire qu'on préfère. Voilà pour la deuxième période, donc période adolescente, et on va passer bientôt maintenant, et là je dis ça pour Guillaume en aparté, on va aller graduellement à travers un certain nombre de nouvelles modalités autour du terme, qui est le terme d'ailleurs qui est retenu dans la loi de 2018 sur la formation continue, de parcours. Donc en quelque sorte, on passe des cours du soir, duplication du modèle scolaire, à une modernisation sous forme de stage de formation, mais toujours en maintenant la même idée d'unité de lieu, de temps et d'action, pour aller vers quelque chose de complètement différent, qui est que on parle de parcours. Et là, on va se rendre compte que, bien sûr, on peut apprendre, personne ne va le nier, même si les plus radicaux l'ont fait, on va apprendre dans des situations relativement classiques. Donc, à gauche, en bas de l'écran, vous avez l'amphithéâtre, la conférence, qui est évidemment un lieu pour apprendre. Également, la séance là, que vous avez de travaux dirigés ou le stage de formation animé par un animateur. Vous avez ensuite, très important, la revalorisation aujourd'hui à travers le terme de formation en situation de travail de ce qui était en fait le compagnonnage, c'est-à-dire le fait qu'il est évident qu'on peut apprendre, qu'on peut et qu'on doit apprendre du travail lui-même, comme c'est le cas là, en discutant par exemple avec un moniteur ou un senior ou un ancien ou un tuteur,
également qu'on va pouvoir apprendre, là on a du suspense parce qu'on se doute de ce qui va arriver, mais voilà, merci. Toujours une autre situation de travail, moins emblématique parce que là on est clairement dans le tertiaire, donc c'est moins travaillé par l'histoire de l'éducation que le compagnonnage dans les milieux en particulier industriels ou artisanaux qui a fait l'objet d'une grande littérature depuis longtemps. Mais là on se rend compte, et on a beaucoup d'études, on y reviendra si cela vous intéresse, depuis une vingtaine d'années pour se rendre compte que dans beaucoup de métiers du tertiaire, et sans qu'il y ait un dispositif de formation sur le tas ou de compagnonnage, il y a beaucoup de situations de travail quotidiennes qui sont des sources d'apprentissage qu'on appellera des apprentissages informels ou des apprentissages en situation informelle. Et on a échangé un petit peu avant la séance tout à l'heure avec le fait que, avec la mise à distance des formations, on perd de vue le fait que les adultes apprennent énormément de choses dans des situations informelles. C'est le fameux exemple de la machine à café dans l'entreprise ou plus normalement des discussions de couloir ou en marge d'une réunion ou à l'occasion d'un projet ou à l'occasion d'un conflit dans le travail qu'on a la possibilité là de trouver des situations extrêmement variées pour apprendre. Et puis évidemment tout le développement de l'auto-formation. Alors l'image là est pas forcément idéal parce qu'on voit un gaillard là qui étudie tout seul au café ou à la cafétéria. Auto-formation ne veut pas dire solo-formation, mais on sait aussi aujourd'hui, grâce aux particuliers aux études sur l'auto-formation, qu'on apprend beaucoup seul aussi, par soi-même et dans des situations variées. Et pas que les étudiants, il y a beaucoup d'adultes qui apprennent. Là, il se trouve qu'on a encore un groupe d'étudiants, seuls ou en groupe, mais dans l'informel et à des occasions qui sont tout à fait inattendues du point de vue de la doctrine dominante de ce que c'est qu'apprendre, c'est-à-dire que ça se passe, comme on le disait tout à l'heure, dans un lieu, à un certain horaire et en présence d'un formateur. On reviendra sur ce point-là qui est très important pour la situation aujourd'hui. C'est qu'on commence à se rendre compte que les adultes, en tout cas, n'ont pas besoin d'un formateur, d'un professeur ou d'un sachant en face d'eux en permanence pour apprendre, mais qu'il est de multiples donc, circonstances où on peut apprendre. Et évidemment, le plus frappant de nos jours, c'est évidemment le fait qu'il est reconnu très largement que l'enseignant le plus écouté au monde s'appelle Google aujourd'hui et qu'on a là un trésor évidemment de connaissances et de savoir que l'on n'avait pas il y a une trentaine d'années, voire il y a un demi-siècle, et époque à laquelle, pour apprendre de nouvelles choses, les ressources qui étaient disponibles pour les adultes ou même pour les étudiants, c'était soit les livres, c'est-à-dire les bibliothèques, soit les enseignants et les scientifiques, ou du moins les détenteurs de savoir, alors qu'aujourd'hui, on a évidemment, comme le disait Pierre Caspar il y a un certain nombre d'années, le savoir est à portée de la main et il l'est de plus en plus, et je ne vais pas faire de long développement pour démontrer qu'aujourd'hui, on peut trouver la réponse à la quasi-totalité des questions qu'on se pose simplement avec 2 ou 3 clics sur Internet, avec toutes les réserves qui évidemment viennent à l'esprit sur la qualité des informations, la validation des sources, des origines du savoir, et évidemment la nécessaire vigilance qu'il faut avoir par rapport à tout le domaine des fake news, des infox, etc., et des informations qui circulent sur ce média-là, mais qui restent néanmoins un accès absolument universel au savoir du monde entier. Donc là, troisième période, comme on l'a commenté rapidement, tout est dérégulé, tout est diversifié, ça c'est les caractéristiques de la société aujourd'hui, et parallèlement, et ça c'est un avantage de la dérégulation, de la diversification, les territoires, on pourrait dire, de l'apprentissage se démultiplient, et on ouvre sur l'idée d'apprentissage tout au long de la vie, qu'il ne faut pas confondre avec ce qu'on appelle dans les textes professionnels en particulier la formation tout au long de la vie. Petite remarque en passant et pour terminer sur cette troisième période, ce qu'on appelle aujourd'hui la formation tout au long de la vie dans les textes au niveau européen, au niveau national, au niveau des entreprises et des organisations, c'est en fait la formation professionnelle tout au long de la vie ou la formation
tout au long de la vie professionnelle. Ce qui est une vraie rupture par rapport à l'idée initiale d'éducation permanente telle qu'elle a été proposée, en particulier, comme j'en parlais tout à l'heure, au siècle des Lumières, c'est-à-dire l'idée d'apprendre par soi-même, avec les autres, tout au long de la vie. Ce n'est pas la même idée que la formation professionnelle tout au long de la vie active. Ça nous renvoie à la question des exclusions, en quelque sorte, de ce tiers public qui serait constitué par, en particulier, les retraités, les personnes au foyer et les citoyens qui cherchent à apprendre des choses que l'on ne trouve pas nécessairement dans le plan de formation de l'entreprise. Donc, aujourd'hui, on est sur cette idée d'apprentissage tout au long de la vie et la multiplicité des situations dans lesquelles on peut apprendre fait qu'on quitte peu à peu l'idée, évidemment, de cours ou de programmes de formation ou de stages de formation, voire même d'actions de formation, pour passer à l'idée de parcours, et de parcours qu'on espère apprenants. Et on va voir que la loi de 2018 illustre concrètement ce passage avec le terme de parcours pédagogique. Troisième période donc, évidemment, vous l'avez deviné, si la première s'appelait, on pouvait l'appeler l'enfance de la formation, si la seconde était la période adolescente, on est évidemment là à l'orée d'une formation adulte pour des adultes. La loi de 2018 elle-même va concrétiser cette transformation-là. Alors, je vous laisse la regarder. Il va lire le premier article. Alors, ce qu'on remarque, je pense assez rapidement, c'est que le terme de formation a quasi disparu, déjà a disparu du titre. Autant la loi de 71 s'appelait loi pour la formation continue dans le cadre de l'éducation permanente, on avait formation, éducation, et là maintenant le vocabulaire a complètement changé, liberté de choisir son avenir professionnel, et la formation entre en jeu comme un des éléments, mais alors c'est un des éléments et c'est pas le seul. Et deuxièmement, l'action de formation s'est élargie puisque ça devient un parcours pédagogique. Alors on voit bien qu'on reste dans l'univers de la formation tout au long de la vie professionnelle, puisque ce parcours pédagogique doit permettre d'atteindre un objectif professionnel. Ça, c'est évidemment la restriction qu'il faut faire à l'idée qu'on serait dans l'apprentissage tout au long de la vie. Mais en même temps, on voit bien l'élargissement, par exemple, avec la notion de formation à distance, et ce texte date de 2018, donc d'avant la question du Covid, et évidemment, la formation à distance va continuer à se développer, peut-être pas autant qu'elle l'a été ces derniers mois, mais va certainement s'inscrire fortement dans les pratiques de formation, et en particulier à cause de l'expérience du Covid, et également elle peut être réalisée en situation de travail. Il manquerait à cette déclaration-là une ligne de plus qui dirait « et dans toutes les circonstances de la vie quotidienne », et je pourrais vous donner là-dessus des anecdotes ou des résultats de recherche qui indiquent bien que l'adulte aujourd'hui peut apprendre, y compris complètement en dehors de formation à distance ou de la situation de travail ou de la formation classique, mais par exemple pendant ses vacances, et de plus en plus en psychologie, on se rend compte que certains aspects de l'apprentissage peuvent se faire à des moments qui sont complètement séparés des moments formels de formation, c'est ce qu'on appellera la formation en situation informelle ou apprentissage informel. Conclusion de cette première partie, et avant de vous passer la parole, en un siècle finalement, on est passé de ce qu'on pourrait appeler l'école des grands, dans cette période d'enfance de la formation, l'école des grands, où les parents viennent remplacer leurs enfants sur les bancs de la même école avec le même système pédagogique, à une deuxième période pendant laquelle on a modernisé de différentes façons le dispositif de type scolaire, et à une troisième période que moi j'appelle la période de l'apprenance, ou la culture de l'apprenance, dans laquelle les normes dominantes, les usages, les pratiques, même les représentations sociales sont en train d'évoluer fortement vers l'idée de parcours, vers l'idée, je ne l'ai pas mentionné, mais il faut le dire également, de changement de posture, là encore, de l'enseignant ou du professionnel de la connaissance, comme on pourrait le dire aujourd'hui,
qui bascule d'abord d'un rôle, on l'a vu, d'instituteur, ensuite à un rôle d'animateur de formation, pour arriver aujourd'hui à un rôle qu'on pourrait qualifier, c'est une hypothèse, mais je pense que si on voit en particulier ce qui se passe aux États-Unis, et pour le meilleur ou pour le pire, ce qui se passe aux États-Unis arrive généralement plus tard en Europe, l'idée de facilitateur, hein, comme si on passait de l'enseigneur, première période, à l'animateur, deuxième période, et aujourd'hui au facilitateur. Et en même temps, le changement porte aussi sur l'intention pédagogique. L'intention pédagogique, elle est très largement dans les deux premières périodes de transmission. Un peu comme si on s'imaginait que si le formateur, l'enseignant, l'animateur de formation est suffisamment qualifié, suffisamment doué, il ou elle allait pouvoir faire passer, d'ailleurs c'est un terme qu'on utilise en formation, une idée que j'aimerais faire passer ses savoirs ou s'il ou elle a envie d'indiquer et de développer d'un esprit, du sien, de son esprit vers l'esprit des apprenants, qu'on appelle d'ailleurs apprenants depuis assez récemment, depuis une trentaine ou une quarantaine d'années, progressivement. Mais il ne faut pas oublier que dans l'esprit de beaucoup de professionnels de la formation, et dans les pratiques et dans les textes, on parle encore aujourd'hui de former, hein, participe passé. On parle des formés, on peut même, j'ai entendu une fois dire en session de formation, il faut que tu ailles voir la hiérarchie des formés pendant la pause, aller voir la hiérarchie des formés. Alors c'est assez succulent comme expression, mais ce que ça traduit tout de même, c'est qu'on est formé avant même de rentrer en situation de formation. On a la liste des formés. Les formés vont venir demain. C'est-à-dire qu'on considère tout simplement qu'à partir du moment où on est inscrit à une formation, eh ben on a appris. D'ailleurs, on s'appelle déjà formé. Et les entreprises, les organisations ne se privent pas d'écrire sur leur plaquette cette année, nous avons formé 73 000 personnes. Je parle des très grandes entreprises, bien sûr. Là, il y a vraiment un abus de langage, mais qui est significatif des conceptions dominantes des périodes antérieures sur ce qu'est un adulte apprenant, c'est-à-dire c'est quelqu'un qu'on instruit en formation, qu'on inscrit en formation, et qu'on instruit aussi, ou qu'on a du moins l'ambition d'instruire. Et ça, c'est vraiment le changement majeur de la formation à l'apprenance, sur la période qu'on a regardée rapidement, c'est le passage du projet de transmission et donc du projet de formation par lequel on a des gens qui sont chargés d'une mission de formation, des formateurs, qui vont donner la forme à des objets finalement qui sont quelque part supposés recevoir, accueillir et se transformer sous l'action de formation des autres. Et donc par l'acte, par peut-être pas la magie, mais enfin du moins l'opération relativement mystérieuse de la transmission. Ça, c'est vraiment ce qui est aujourd'hui complètement, à mon avis, à remettre en cause. Et on verra après, si on choisit ensemble de poursuivre dans ce sens-là, que la psychologie, depuis un demi-siècle, démontre que c'est un fantasme absolu, qu'en fait, finalement, comme on peut le dire aujourd'hui, on ne forme jamais personne. Et même en allant jusqu'au bout radical de la proposition, on n'apprend jamais rien à personne, en tout cas pour ce qui concerne les adultes. C'est une aberration de la langue française qui est pas la plus usitée dans les langues du monde, semble-t-il, que d'utiliser le même terme pour dire apprendre et pour dire je vais vous apprendre. En anglais, par exemple, il y a deux termes différents. Apprendre quelque chose à quelqu'un, c'est to teach, et apprendre soi-même quelque chose, c'est to learn. En espagnol, pareil, apprendre à quelqu'un, c'est enseñar, et apprendre soi-même, c'est aprender. Et il y a d'autres exemples, je suis sûr que parmi vous, il y a des gens qui pourraient témoigner d'autres langues, et dans la plupart des langues, c'est bien le cas, on distingue l'action d'enseigner. Enseigner, d'ailleurs, ça vient du terme montrer, et puis apprendre qui vient du terme saisir, approprier. Cette distinction entre enseigner et apprendre, qui est centrale, on le verra dans la partie psychologique tout à l'heure sans doute, c'est tout de même, j'allais dire, peut-être pas une découverte, mais en tout cas, c'est maintenant un acquis de la psychologie qui n'est pas du tout intégré dans les milieux de la formation, puisqu'on pense toujours encore en termes de transmission, de faire passer un savoir à la façon dont on transmet un héritage ou, pour prendre un exemple qui est très actuel, un virus se transmet. Alors, il n'y a pas d'automaticité dans l'apprentissage des adultes. C'est pas parce que je te montre quelque chose et que j'ai l'intention de te le transmettre que tu vas te l'approprier.
D'où l'intérêt, aujourd'hui, dans cette troisième période d'apprentissage tout au long de la vie, de culture de l'apprenance, de se poser la question de comment apprend-on. Et c'est ce qu'on fera peut-être dans quelques minutes, si vous le souhaitez. Donc maintenant, je renvoie la parole peut-être à Cynthia ou à quiconque souhaite la prendre pour échanger sur cette première partie. Et n'hésitez pas à faire vos remarques, de préférence avec caméra et en live, ou sinon avec le chat, pour qu'on puisse échanger sur ce premier aperçu historique. Je reprends juste 30 secondes la parole déjà pour vous remercier pour cette première partie. Et puis surtout, laisser place aux questions s'il y en a. Et ça serait bien qu'il y en ait, n'hésitez pas. Nous, on a Odile qui aurait une question. Allez-y, Odile. Vous avez parlé du 4e âge de la formation. Et est-ce que l'on ne pourrait pas envisager enfin non, vous avez parlé du 3e âge. Est-ce que pour le 4e âge, vous entendez? Oula, il y a beaucoup de commentaires sur le chat. Cynthia, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Approchez-vous de l'ordinateur. Oui, bonjour. De l'ordinateur, vous m'entendez? Tout va bien, Odile, on vous entend, on vous voit. Bon. On a parlé donc du 3e âge, de la formation. Est-ce qu'on pourrait envisager, et est-ce que vous envisagez donc un 4e âge qui s'appellerait pas le facilitateur, mais le révélateur? Oh bah écoutez, je vous propose non, a priori non, mais je ne demande qu'à savoir ce que vous entendez par là. Eh bien, justement, de savoir là, le réseau citoyen de services, eh bien, justement, avec ce qui est avec les badges, eh bien, il y a beaucoup de révélations formidables des gens qui se forment eux-mêmes et qui aboutissent à faire des choses qu'ils ne savaient pas qu'ils pouvaient le faire. Oui, oui, tout à fait, bien sûr. Je ne vois pas bien en quoi vous le distinguez de la 3e période. Là, on va voir le 4e. Alors, je peux peut-être essayer de faire le lien entre vous. Et effectivement, alors c'est étonnant parce que hier j'ai parlé du travail un petit peu du réseau citoyen de service et j'ai cité les animatrices et je crois que c'est la première fois que je les ai appelées les facilitatrices et je ne pensais pas que vous alliez utiliser ce terme aujourd'hui. Parce que effectivement, je considère que les gens qui sont dans ce réseau citoyen de service, qui transmettent leurs compétences, leurs savoirs, comme le disait Odile, des savoirs parfois même qu'ils ignoraient avoir, avec l'aide des animatrices qui finalement n'animent pas une session, alors qui pourrait être une session de formation, qui pourrait être un atelier, qui pourrait être un atelier d'animation, mais qui est simplement qui facilite les rencontres entre les différentes personnes et leurs différentes compétences et qui finalement permettent cette révélation de, effectivement, j'ai des compétences. Je pensais que telle qu'est ma situation, c'est-à-dire éloignée de la formation, éloignée de l'emploi, éloignée de tous les circuits classiques, ou alors parce que j'ai tel âge ou tel parcours, eh bien, je considère que je ne pouvais plus apprendre. Eh bien, se révèle à moi le fait que oui, je peux apprendre et je peux transmettre. Et je pense que c'est peut-être le lien qu'il y a entre vous. Mais finalement, on parle de la même chose, il me semble. Oui, moi, je ne sais pas si. Alors, c'est Pauline qui intervenait, non? C'est Odile. Odile, parce que sur l'écran, il écrit Pauline, mais ça doit être le détentaire de l'ordinateur. Donc, Odile, je dirais dans le sens de ce que vient de dire Cynthia, c'est-à-dire que c'est les deux facettes de la même situation. C'est l'émergence de l'apprentissage des adultes par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on sort d'un système où il faut un formateur, une formatrice, un enseignant pour que les gens apprennent, mais on se rend compte que les gens apprennent par eux-mêmes, mais jamais tout ça.
jamais exclusivement seul, toujours avec les autres, et en particulier avec des professionnels de ces métiers-là, qu'on peut appeler des facilitateurs, effectivement, et qui vont faciliter la révélation par la personne de ses propres savoirs. Donc je verrais les deux comme les deux faces d'une même pièce, mais pas comme un quatrième âge qui serait différent essentiellement du troisième. Je crois que vous étiez dans votre intervention, Odile, tout à fait dans la perspective de l'apprenance, c'est-à-dire de la capacité et du désir des adultes de construire leur savoir par eux-mêmes, mais comme on dit, toujours avec l'aide des autres, mais par eux-mêmes. Et donc se révéler un certain nombre de choses, effectivement, le terme est juste. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres interventions? Je regarde. Oui, il y a Rémi qui a levé la main. Oui, bonjour. Bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure des recherches Google. Est-ce qu'on peut considérer les recherches Google comme de l'apprenance, justement? Par exemple, si je vous demande quelle est la capitale du Nigeria, je ne sais pas si vous le savez, moi je le sais pas. Attendez, je vais vous le dire, Lagos. Voilà. Donc moi, je vais aller chercher sur Google. Et si je vous repose la question dans un mois, vous le saurez peut-être toujours, mais moi, je ne le saurai plus. Et j'irai rechercher sur Google, du coup. Du coup, est-ce qu'une recherche Google, je ne vous parle pas hein, de tout ce qui est formation en ligne, mais est-ce que c'est considéré comme un apprentissage, en fait, tout simplement? Alors, c'est pas un apprentissage. Google n'est pas un apprentissage. Et là, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que c'est un outil, c'est une ressource. Donc, on est d'accord là-dessus, je crois. C'est pas parce que j'ai Google que j'apprends. Et donc, quand l'exemple que vous citez, il est tout à fait juste. Je peux aller rechercher des informations, mais si elles n'ont pas une pertinence suffisante pour moi, une importance dans ma vie, elles ne sont pas extrêmement utiles et que je ne répète pas cette recherche-là, je vais récupérer l'information puis je vais la perdre. Ça va être très éphémère du point de vue de la mémoire. Donc, vous avez tout à fait raison. À tel point que j'ai des collègues, Sandra Anlard et Olivier Charbonnier, qui ont fait un très beau bouquin qui s'appelle tout simplement « Faut-il encore apprendre ?» Parce que voyant la puissance de ces outils-là et le fait qu'on peut avoir la réponse à n'importe quelle question qu'on se pose sans faire aucun effort, peut mener à l'idée que, mais ça nous emmènerait peut-être trop loin de discuter de ça, mais que le terme même d'apprentissage, il est lui-même daté, puisque aujourd'hui nous sommes des machines à traiter de l'information. Donc, on va traiter de l'information. J'ai besoin de connaître la capitale du Nigeria. Je vais la chercher, je la trouve et je laisse tomber. Je referme les écoutilles neuronales. J'ai juste capté l'information et je l'ai perdue. C'est une partie importante de nos activités aujourd'hui. Donc, on peut sérieusement se poser la question, en particulier en pensant à l'éducation des plus jeunes, de savoir si l'idée même d'apprentissage n'est pas en train de changer. Alors moi, je ne vais pas jusqu'à dire faut-il encore apprendre. Je pense qu'il y a toujours, comme vous, je pense, des savoirs qu'il faut maîtriser, qu'il faut mémoriser, qu'il faut être capable d'appliquer régulièrement et de ne pas oublier trop vite. Mais je pense que l'accès à l'information est un paramètre très, très important. Parce que si je cherche la capitale du Nigeria parce que mettons, je suis en relation commerciale avec le Nigeria et j'ai besoin de cet élément-là pour une réunion que j'ai 15 jours plus tard avec un grand patron ou un grand décideur nigérian, j'ai intérêt à ne pas l'avoir oublié. Donc même si je l'ai trouvé par un accès à l'information très rapide et très éphémère, mon processus d'apprentissage va peut-être être de le mémoriser. Juste pour votre information, Lagos n'est pas la capitale du Nigeria. C'est la plus grande ville, mais ce n'est pas la capitale. La capitale, c'est Abuja. Formidable. Vous voyez, j'ai appris un truc, mais je ne suis pas sûr que je m'en souviendrai la semaine prochaine. Voilà. D'accord. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. C'est intéressant. Non, mais c'est un sacré débat, hein, ceci dit, que c'est Rémi, c'est ça? Oui. Ouvrez Rémi, parce que ça interroge vraiment de savoir dans quelle mesure nos outils d'information sont des outils d'apprentissage. Et vous soulignez un point qui est très important, c'est que l'information, c'est pas pareil que l'apprentissage. Un autre exemple, si je crois que certains d'entre vous sont dans une ville qui s'appelle La Souterraine, si à La Souterraine, il y a un commerçant qui est dans votre quartier, commerçante qui a décuplé et que l'information passe aux informations télévisées, on dit à La Souterraine, le boulanger
de telle rue a eu des quintuplés, c'est une information très importante. Tout le monde va l'oublier, sauf peut-être les gens qui habitent dans la rue en question et qui, eux, vont l'avoir mémorisée. Donc, recevoir une information, ce n'est pas du tout la même chose qu'apprendre. Les processus ne sont pas du tout les mêmes. C'est important de faire la distinction. OK. Il y a une autre question, oui, à la souterraine d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y a des quintuplés à la souterraine, mais en tout cas, si c'est le cas, vous vous en souviendrez peut-être mieux que d'autres. Oui, bonjour à tous. Tout d'abord, je remercie déjà tout le monde parce que c'est très important nos échanges. Et moi, j'ai un point qui me touche particulièrement dans l'apprentissage. Il y a eu un débat le mois dernier concernant les langues régionaux des départements en département. Je crois que le Pays basque, et il voulait que la langue basque reste une langue un peu comme l'espagnol, l'anglais, qu'on essaye de garder nos langues. Voilà. Et paraît-il, en Creuse, dans des années, il y avait aussi un patois. Est-ce que vous n'avez pas pensé à remettre ce patois en apprentissage ou pas? Alors, c'est la question de la transmission des langues régionales et de la transmission finalement de ce qui fait la particularité d'une région, là je crois que vous abordez. Oui. C'est-à-dire comment se transmettent effectivement aussi ces savoirs liés aux langues. Oui, parce que moi je dis ça parce que, bon, je parle pour moi, hein. Mon ressenti quand je suis arrivée en Creuse, je trouvais que la Creuse avait un peu beaucoup du mal à s'ouvrir aux personnes qui viennent d'ailleurs qu'au fait. Et puis, passant par ce débat, mon souhait, ça serait que peut-être il puisse avoir peut-être plus d'échanges, que le Creusois essaye d'être un peu plus ouvert, essaye d'être un peu plus ouvert avec des personnes qui viennent en eux qu'au fait. Parce que c'est un peu trop renfermé, on a du mal à s'intégrer. Il y a toujours ces petites voix qui disent toujours, oui, les gens ont du mal à aller vers les autres, mais si nous, on fait l'effort d'aller vers les autres et qu'on ne nous reçoit pas, qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans notre petit cancan et on redevient comme une bulle qui ne peut pas sortir, au fait. Est-ce que, passant par cet apprentissage, il n'y aura pas une possibilité de faciliter l'intégration avec des nouvelles personnes, des nouveaux habitants, avec des anciens, être un peu plus... toujours dans l'histoire de la formation, quoi. Je ne sais pas comment aborder ça parce que moi, je n'étais pas interne. Je ne suis pas une pro du français, donc voilà, quoi. Peut-être en ma langue, si je parle à ma langue, ça va être plus facile. Bon, c'est un peu ça, quoi. C'est ça ma question. Je ne sais pas si j'ai bien formulé. Vous l'avez très bien formulé. Je ne suis pas sûr d'être tout à fait autorisé ou compétent pour vous répondre là-dessus, parce que c'est pas vraiment. Mais ce que ça m'évoque, en tout cas, je parlais tout à l'heure de l'esprit des Lumières, c'est tout de même qu'il y a une tradition en France qui date d'il y a plus de 2 siècles, et voire peut-être dont les racines sont d'ailleurs plus anciennes que ça encore, mais qui a été très largement développée à l'occasion de la philosophie des Lumières, qui est une tradition d'ouverture et d'universalisme, et donc d'accueil de l'autre et d'accueil de l'étranger, de la personne qui n'est pas de notre coin, de notre village. Mais que cette ouverture-là, cet éclairage, j'allais dire, des Lumières, n'est pas forcément triomphant dans le monde entier à l'heure actuelle, et qu'il y a toujours des forces de résistance au progrès qui font qu'on va avoir, on le voit dans de multiples pays, tendance à se refermer sur soi-même. Plus la vie est difficile, plus les gens ont cette tendance à se refermer sur soi-même. Et la seule réponse ou la seule réaction que je pourrais avoir à votre intervention, c'est de dire il faut lutter pour l'esprit des Lumières, lutter pour l'importance de l'apprentissage et du savoir dans la façon de se dégager de nos conditionnements anciens qui ont effectivement tendance à faire que, en cas de difficulté, les gens, dans les périodes difficiles de l'histoire, les gens se replient sur eux-mêmes et ont toujours tendance à décharger sur l'autre, quel qu'il soit, les difficultés et les maux du siècle. Donc l'apprenance, au sens de l'apprentissage tout au long de la vie, c'est un argument pour aller dans votre sens. Dire plus on apprendra, plus on sera ouvert sur le monde des sciences, sur le monde de la culture, sur les voyages, sur ce qui est étranger,
plus on pourra progresser dans le sens du progrès humain. Je ne sais pas si cette réaction vous convient, madame, mais c'est tout ce que ça m'évoque pour l'instant, et je ne suis pas spécialiste, en tout cas, des langues régionales. Il y a Edith Boudard qui souhaite prendre la parole, justement, je l'imagine, à ce sujet. Oui, bonjour. Donc, je suis désolée, j'étais sur une autre réunion, donc je n'ai pas pu participer et entendre, mais je vais le faire en replay, l'ensemble de votre intervention. Il n'empêche que, du coup, au regard de la question de madame, je me dis, est-ce que apprendre ensemble, c'est forcément avoir un langage commun? Vous me laissez sans voix. Je ne sais pas si quelqu'un dans les multiples salles virtuelles a un élément de réponse. A priori, j'aurais tendance à dire oui, mais là encore, je ne sais pas si on peut, si on ne parle pas la même langue, on peut tout de même communiquer, mais d'autres façons. Est-ce que vous pouvez préciser Vous avez une idée derrière la tête, à mon avis, donc est-ce que vous pouvez la préciser? Si on peut vous voir, c'est encore mieux, sinon c'est pas grave. Alors voilà. Alors, je ne sais pas si vous me voyez. Pas encore. C'est pas obligatoire, hein, mais vous avez une caméra en bas de votre écran que vous pouvez activer. Vous m'entendez là? Ah oui, on vous entend, donc allez-y. Oui, alors, oui, ça soulève plusieurs choses. Les propos de madame, ça veut dire, est-ce que forcément faut avoir un langage avec un langage commun, avec un vocabulaire partagé pour faciliter l'apprenance en collectif? Ça veut dire ça. Est-ce que ça veut dire, ça veut pas dire pour autant qu'on est obligé tous de manipuler la langue française? Pour autant, si on veut partager cette notion de territoire apprenant, c'est-à-dire être ensemble et apprendre, poser dans le paysage le fait qu'on soit vraiment en situation d'apprenance, est-ce que pour autant, il ne faut quand même pas avoir déterminé à un moment donné le fait que ce que l'on fait, c'est de l'apprenance et que donc du coup, il doit y avoir un vocabulaire commun partagé à un moment donné? Moi j'aurais tendance à abonder dans votre sens. Je pense que c'est très compliqué de communiquer de façon authentique sans un minimum de véhicules linguistiques communs, donc de parler plus ou moins la même langue, même si il y a des façons de communiquer qui ne sont pas nécessairement, passent pas uniquement par le verbal et que ça ne résout pas tout. Le fait de parler la même langue ne résout pas tout, loin de là. Sinon, on ne verrait pas les débats politiques et autres qu'on peut voir et toutes les dérives qui passent par le langage. Mais je pense qu'effectivement, il y a un minimum, il y a un socle de base de communication qui implique le langage. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres contributions à cette question? Oui, si je peux me permettre, enfin, moi, c'est une question que j'ai. Et vous êtes où? Oui. Ah ouais, moi, faut que je me mette en. Non, vous n'êtes pas obligé, hein, mais c'est Édouard, non? Non. Non, c'est Guillaume. Ah, d'accord, oui. Oui, comme vous appelez à des réactions, je me suis permis quand même de réagir parce que moi, je pense qu'on apprend quand même beaucoup de choses hors du langage. Enfin, oui, la zone du non-verbal est extrêmement importante. Enfin, on peut, déjà, on imite beaucoup ce qu'un autre peut faire. Et puis aussi, l'autre peut, d'un regard, nous indiquer, enfin, retransmettre sa réaction à ce qu'on fait. Donc, il y a des échanges qui peuvent passer simplement comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si, moi je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, mais disons que ça facilite les choses, quoi, de parler la même langue. S'il n'y a
plus de questions sur ce sujet, on peut peut-être poursuivre, ou d'autres questions sur d'autres moments de l'intervention. Sinon, je pense qu'on pourrait poursuivre. Ça va, oui, parce que je vois qu'on est tout de même assez nombreux là. Puis quelquefois, il faut laisser un petit peu de temps aussi pour que les questions surgissent. Et justement, c'est ça qui nous fait revenir à cette idée que aujourd'hui, on ne peut plus considérer qu'apprendre, c'est être nécessairement dans une salle à un certain horaire et avec des personnes chargées de nous faire apprendre. C'est que précisément, les idées peuvent venir à un moment tout à fait différent de celui qui était attendu. Et donc, l'anecdote sur, vous savez, l'idée brillante qui vous vient quand vous êtes sous la douche, c'est pas qu'une anecdote, c'est aussi le fait que les lois de l'apprentissage ne sont pas les lois de la transmission. Ça serait d'ailleurs beaucoup trop simple si c'était comme ça. Même si ça a pu fonctionner comme ça pendant toute la période antérieure à la période actuelle, où finalement les sociologues nous apprennent bien qu'on était dominé par les lois de la reproduction sociale. C'est-à-dire que c'était un peu tel père, tel fils. Les gens faisaient les métiers qui leur étaient assignés par une destinée sociale fixe et rigide, et tout le système éducatif était fait pour reproduire les savoirs antérieurs. Tandis qu'aujourd'hui, avec y compris le phénomène Google, Internet et autres, et la dérégulation des codes sociaux habituels, les choses sont beaucoup plus ouvertes. Et que donc on peut apprendre dans des circonstances tout à fait variées. Alors si on passe, alors je vais essayer d'aller relativement vite parce que je vois que l'heure tourne, sur quelques grands apprentissages, mais il me semble qu'on est en terrain connu ici. Oui, ce qu'on pourrait dire sur l'évolution de la psychologie de l'apprentissage, donc de la réponse à la question comment est-ce qu'un adulte apprend. Si on repart un petit peu en arrière, le XXe siècle, c'était la domination en psychologie de deux grandes théories, hein, qui étaient d'une part la théorie du conditionnement, ou behaviorisme, et puis la psychanalyse. Et puis également un certain nombre d'autres tendances qui touchaient la psychologie, comme justement l'idée de reproduction sociale dans la sociologie. Bref, toutes ces grandes théories du XXe siècle étaient des théories du soupçon, c'est-à-dire qu'on soupçonnait les êtres d'être dominés par des forces qui leur échappaient complètement. Avec le conditionnement, le behaviorisme, eh bien c'était la force de l'environnement. Pour le faire en très très bref, si le stimulus était de qualité, nécessairement la réponse suivait. C'est-à-dire, traduit en termes pédagogiques, ça voulait dire si le professeur était bon, forcément les gens allaient apprendre. Si on prend le côté psychanalyse, c'était qu'on avait les êtres humains ont des pulsions inconscientes qui dominent leur conduite et que donc ils sont en quelque sorte les objets de leur inconscient. Toutes ces théories-là qui ont dominé le XXe siècle jusque vers la fin du deuxième tiers, vers les années 60-70, c'était des théories de la domination finalement des structures sociales et psychologiques sur le libre arbitre de l'individu. Et depuis les années 60, alors les choses ont un peu changé avec ce qu'on a appelé la révolution cognitive. Alors je vais peut-être aller rapidement là-dessus compte tenu de l'horaire, mais il s'est passé trois choses simultanément à la fin du XXe siècle. Vous voyez apparaître, on a les trois. C'est-à-dire que en face de ces grandes théories du doute, du soupçon qui nous amenaient à penser qu'on était dominé par des règles qui nous échappaient finalement, que ce soit des règles biologiques de conditionnement ou des règles sociologiques de la reproduction sociale ou des règles psychanalytiques de l'inconscient, au lieu de tout ça, apparaît vers le milieu du XXe siècle, peu à peu, trois grandes innovations ou trois grands types de découvertes qui sont d'une part ce qu'on appelait la théorie de la forme, c'est l'exemple que vous avez en haut à gauche de votre écran. Si vous connaissez l'exercice, vous pouvez voir selon la façon dont votre esprit se tourne, vous pouvez voir une coupe ou deux visages prêts à s'embrasser, et c'est vous qui décidez. Si vous dites je vais voir une coupe, vous voyez une coupe. Si vous voyez deux visages, vous voyez deux visages. Et ça apparaît comme ça un petit peu trivial et insignificatif, mais c'est en fait ce qui a permis de mettre en évidence que
l'école du behaviorisme, donc l'école du conditionnement, était même complètement erronée, puisqu'elle disait que le fonctionnement intellectuel est une boîte noire dans laquelle on ne pouvait pas rentrer. Et par ce genre d'expérience, les théoriciens ont montré qu'on pouvait tout à fait décrypter ce qui se passait dans la boîte noire en question. Et il se trouve que simultanément, à la même époque, c'est la machine de Turing que vous voyez là, vous avez peut-être entendu parler ou vu le film, c'est la découverte de l'informatique, avec des équipements qui peu à peu ont permis et on en arrive aujourd'hui à une explosion avec l'intelligence artificielle de cette découverte-là, c'est-à-dire qu'on peut modéliser, comprendre comment s'opèrent les opérations logiques dans le cerveau, ce qui vous amène à avoir un petit appareil minuscule qui fait 15 millions de fois plus de choses que l'énorme appareil que vous avez là en 1945. C'est toute la découverte de l'informatique qui, par contre-coup, nous a appris à modéliser ce qui se passe dans notre cerveau. Et puis la troisième découverte, c'est les études sur le développement de l'enfant qui ont peu à peu permis de voir comment se construisait l'intelligence. Alors, ce tournant-là, on l'appelle le tournant cognitif, et c'est la modification radicale de la psychologie qui va nous amener à un certain nombre d'enseignements qui vont apparaître à la période suivante, qui vont apparaître à partir des années 60. Donc voilà. Alors, sur différents thèmes que je vais vraiment balayer très vite en essayant de faire simple. Les premières études sur la perception ont démontré que on ne percevait pas tous les choses de la même façon. Alors, une expérience particulièrement emblématique de ça, vers le milieu du XXe siècle, c'était que des enfants de catégories de population défavorisées voyaient une même pièce de 5 $, si je me souviens bien, beaucoup plus grande que des enfants de catégorie favorisée. Des enfants qui étaient pauvres, percevaient la pièce comme beaucoup plus grande que des enfants riches qui en avaient l'habitude. Autre exemple, quand on rencontre quelqu'un qui est très connu, très fameux, très célèbre, on l'imagine toujours beaucoup plus grand qu'il ou elle n'est en réalité. C'est-à-dire, ce sont des petits exemples, mais il y en a une foultitude dans les recherches qui montrent que nous percevons les choses en fonction de nos propres systèmes, de nos propres constitutions, enfin de nous-mêmes, de nos propres filtres, et qu'on ne perçoit pas tous les choses de la même façon. Alors tout de suite, l'implication que ça a pour la pédagogie, c'est que si je fais un cours devant 15 personnes, je vais avoir 15 perceptions différentes de ce que je dis, selon la façon dont les gens eux-mêmes filtrent l'information et la reçoivent. C'est tout à fait important pour la pédagogie et pour la conception de l'apprentissage comme n'étant pas le résultat simplement de l'action du formateur ou du professeur. Ensuite, et de façon très liée, si vous avez des enfants et qui vous disent qu'ils sont en train de, mettons, ils sont en train de regarder la télé tout en téléphonant à un copain, une copine, en faisant leurs devoirs et en ayant un autre œil sur l'ordinateur et sur Facebook, qui vous disent vous inquiétez pas, les jeunes, on est polytâches, ne les croyez pas parce que ça n'existe pas. L'attention, elle est toujours monotâche. On se concentre, simplement les jeunes vont plus vite que les plus anciens pour passer d'une tâche à l'autre. Donc ils sont plus rapides, mais ils sont toujours tenus à cette règle de l'attention qui est qu'on ne peut suivre qu'une chose à la fois. Et là, ce qui apparaît dans les recherches, c'est qu'on a beaucoup de biais attentionnels, donc on a beaucoup de raisons qui font qu'on va plus ou moins accorder d'importance à un message, contrairement à une image antérieure qui aurait été que si le message est de qualité, tout le monde va suivre de la même façon. Traduction donc en pédagogie, si le cours est, comme on disait tout à l'heure, si le cours est bien fait, si l'enseignant est sympathique et sait comment présenter son matériau, tout le monde va suivre de la même façon. Ça, on sait aujourd'hui que c'est faux et que les lois de l'attention sont régies par les intérêts personnels des gens, et entre autres que si vos enfants passent plus de temps sur Facebook que sur leurs devoirs, c'est parce qu'ils sont plus finalement sensibles à l'information qui passe sur Facebook que celle qui est sur leur cahier de devoirs.
Troisième point, sur le rôle de la mémoire, et tout ça est évidemment très lié, hein, parce que la révolution cognitive en question fonctionne à tous les niveaux, et donc les choses vont se recouper. Ce qu'on va voir là, c'est que pour la mémoire, la façon de mémoriser les choses, c'était l'exemple qu'on avait tout à l'heure avec la capitale du Nigeria, c'est les connaissances que l'on a avant d'entendre un nouveau contenu, avant d'entendre une nouvelle information. Les connaissances préalables à cette information vont régir la façon dont on va le mémoriser. J'essaye d'aller rapidement, c'est pour ça que j'hésite un petit peu à choisir des exemples, mais en pédagogie, c'est, pour ceux qui sont familiers de l'exercice, c'est la question des prérequis. Et c'est un petit peu la question qu'on avait tout à l'heure sur le rôle de la communication verbale et du langage commun. C'est que je ne vais pas rentrer dans un cours de langue au niveau 3 si je suis moi-même au niveau 1. Les connaissances que j'ai déjà de la langue vont me servir à passer au niveau 3. Si je ne les ai pas, il faudra que je reste au niveau 1. Et la mémoire, une des règles de la mémoire, c'est qu'elle mémorise des choses qui sont importantes émotionnellement pour l'individu et qu'elle va éliminer les choses qui ne sont pas importantes. Donc, comme si chacun avait son propre système de connaissances préalables à un apprentissage qui va régir la façon dont on va mémoriser les nouveaux éléments. Perception, attention et mémoire ont un lien très fort, mais il y a quelque chose qui, là encore, va relier tout ça et surplomber tout ça, c'est que je vais apprendre des choses en fonction de ma motivation. Donc là, le dossier de la motivation est une question assez lourde à traiter dans le peu de temps que l'on a. Mais disons, pour faire très bref, qu'il y a trois grands leviers de motivation, trois grands moteurs qui vont nous aider à apprendre ou faire qu'on va apprendre. Le premier, c'est d'avoir des buts et que ces buts aient de la valeur pour nous. Le second, c'est ce qu'on appelle le sentiment d'efficacité personnelle. C'est un grand mot pour dire que on apprendra plus facilement et on s'engagera dans un apprentissage si l'on a l'impression que l'on est à la hauteur de la tâche. C'est-à-dire qu'on a une probabilité assez élevée d'arriver à réussir cet apprentissage. Sentiment d'efficacité personnelle qui est très personnel, comme son nom l'indique. Le troisième aspect, c'est l'autodétermination, c'est le fait que les adultes ont horreur de la contrainte. C'est pratiquement, ça fait partie presque du statut d'adulte que de se sentir responsable économiquement de son travail, responsable éventuellement de sa famille, responsable financièrement face à sa banque. La notion de responsabilité, elle va avec la notion d'adulte. Et donc l'adulte va ressentir la contrainte ou l'obligation comme étant une forme d'infantilisation. Et à contrario, le fait de se sentir responsable va encourager la motivation. La liberté, finalement, est un très bon facteur de motivation. Si je veux résumer très vite ce qui représente des tonnes et des tonnes, finalement, de recherche sur la motivation, c'est de dire qu'une personne qui a un but important pour lui ou pour elle à apprendre, qui veut, par exemple, qui veut absolument, une personne qui veut devenir infirmière et qui est aide-soignante et qui va vouloir passer le concours d'infirmière, pour qui c'est extrêmement important sur le plan de son identité, sur le plan peut-être économique, sur le plan familial, sur le plan de son goût pour le métier. Si ce but est très important, ça va évidemment être un moteur important, un agent de motivation important. En même temps, cette même personne qui veut passer le concours d'infirmière, si elle se sent, si elle est aide-soignante, elle sent qu'elle n'a pas fait suffisamment d'études et qu'elle n'arrivera pas à s'approprier les contenus, qu'elle n'arrivera pas à apprendre tout ce qu'on lui demande d'apprendre, parce que c'est trop scientifique, etc., elle sera à contrario démotivée. Mais si elle a le sentiment, connaissant bien le programme, ayant discuté avec des infirmières, avec des enseignants, elle se rend compte qu'elle a la capacité de s'approprier ce programme et d'apprendre le métier d'infirmière, dans ce cas-là, ce sera un deuxième vecteur de motivation très fort. Et le troisième, l'autodétermination, c'est à contrario que si c'est quelqu'un qui la force en lui disant « il faut que tu passes ce concours parce que c'est pas bien de rester aide-soignante, parce que il faut le faire pour telle et telle raison », ça ne sera pas très
mobilisateur, ça ne sera pas très motivant, mais en revanche, si c'est un projet mûrement choisi, mûrement réfléchi, très personnel, profond, très autodéterminé, ça sera un troisième vecteur de motivation. Donc, très rapidement dit, la motivation est un point sur lequel les recherches se fondent beaucoup pour parler de l'apprentissage aujourd'hui. Et par rapport à tout ça, l'idée d'apprenance, c'est finalement un ensemble de dispositions, c'est-à-dire d'être prêt dans sa tête à apprendre, qui recouvre à la fois la motivation, mais aussi également un certain nombre de repères d'apprenance, et quelqu'un qui à la fois comprend qu'il est important d'apprendre, c'est l'aspect, disons, cognitif, intellectuel, raisonnable, rationnel, de c'est important aujourd'hui dans la société d'apprendre, mais également un aspect affectif, j'aime apprendre, et puis un aspect d'engagement dans un projet ou dans un programme de formation. Tout ça, ça forme des dispositions qui vont favoriser l'acte d'apprendre dans toutes les situations, c'est-à-dire au niveau formel, informel, dans une session de formation, dans un apprentissage à distance, dans l'apprentissage quotidien par le travail, mais également dans des discussions informelles avec les uns avec les autres, et de façon finalement quotidienne. C'est donc là l'attitude qui est attendue pour pouvoir apprendre tout au long de la vie, et qui n'est pas simplement un décret, qu'il soit au niveau européen ou au niveau des organisations et des entreprises. Il faut apprendre tout au long de la vie, ça ne suffit pas, quoi. Il faut que ce soit approprié par les personnes et qu'elles aient donc cet ensemble de dispositions favorables. Ce que ça nous amène, tout ça, je dirais en résumant, parce que il va falloir conclure, ça nous amène à une distinction extrêmement importante, dont vous voyez, je l'espère, un peu qu'elle traverse à la fois l'histoire de la formation, mais également ces quelques rapides éléments de psychologie de l'apprentissage, pour dire que apprentissage et formation, ce n'est pas des synonymes. Ce n'est pas parce qu'on va en formation qu'on va apprendre. Ça, c'est la partie 2 sur le schéma qui nous le montre. On peut être en formation, mais ne rien apprendre du tout. Là, ça surprend quelquefois les professionnels, mais je pense que c'est indiscutable. On peut être inscrit dans une formation et ne rien y apprendre. Également, comme on l'a dit, avec les situations informelles et toutes les situations du quotidien, on peut apprendre des choses sans être en formation. Et ça, c'est la partie numéro 1. Et puis, ce qui fait comment dirais-je, la justification de nos métiers, des métiers de formateurs, d'enseignants ou de facilitateurs, c'est qu'il y a une zone, et on espère qu'elle est la plus large possible, qui est une zone dans laquelle on organise des formations et dans lesquelles les gens apprennent. Mais ne pas perdre de vue que les deux ne sont pas, comment dirais-je, simultanés et automatiques. Ce n'est pas parce que j'enseigne que tu apprends. Et pour terminer, une très belle citation de Bertrand Schwartz, qui est un grand personnage historique de la formation des adultes, c'est qu'un adulte ne se formera que s'il ou elle trouve dans la formation une réponse à ses problèmes dans sa situation. Voilà, j'ai été un petit peu rapidement, là, compte tenu de la densité du propos. L'idée, c'est de dire que, aussi bien du point de vue de l'histoire de la formation que du point de vue de la façon dont nous apprenons et de ce que nous enseigne la psychologie des apprentissages, depuis un siècle, les choses ont éminemment changé pour passer d'un système où finalement on enseigne à des enfants, voire le soir à des adultes, des savoirs par un effet de transmission, ça c'est il y a un siècle, et par une évolution longue et qui culmine en ce moment avec la loi de 2018 et plus largement l'évolution de la société, on passe à un système où les adultes sont appelés à apprendre par tous les moyens et dans le quotidien du travail et de la vie personnelle, ce qui ouvre sur d'ailleurs un autre débat qu'on n'aura peut-être pas tout de suite, mais qui est celui de jusqu'à quel point est-ce que dans la société actuelle, on peut survivre et encore mieux se développer sans apprendre. Est-ce possible? Voilà, il nous reste une dizaine de minutes, donc peut-être, Cynthia, si vous voulez reprendre la main.
Oui, je vais juste de la même manière que je l'ai fait tout à l'heure réintroduire un petit peu pour donner la place aux questions. Peut-être rebondir sur cette dernière situation, effectivement, et sur le mot autodétermination, qui fait que, moi, qui me fait penser à ce que nous sommes en train de faire sur le territoire, c'est-à-dire où on essaye de rendre les personnes en fait acteurs de leur parcours, c'est-à-dire effectivement, alors que ça, pas forcément dans le cadre de formation justement, mais dans le cadre de situations où ils trouveraient des réponses à leurs problèmes et à leur propre situation. C'est-à-dire que, voilà, avec une information qui n'est pas descendante, mais une personne qui est dans différentes situations et qui apprend et qui valorise ses compétences parce que cette compétence correspond à sa situation et à ce vers quoi il veut tendre. Voilà, et donc là, c'est exactement ce que le lien se fait, à mon avis, par cette dernière situation, qui, même si elle n'est pas dans le cadre d'une formation, puisque justement, on multiplie les modes d'apprentissage, on multiplie les parcours et les acteurs, les situations, et d'ailleurs, on va essayer de mettre en place des situations encore plus différentes pour que les personnes... Je pense qu'il y a un petit souci de connexion de Cynthia, mais elle va revenir vite, j'espère. Bon, entre-temps, est-ce qu'il y a peut-être d'autres interventions? Personne n'a levé la main pour l'instant, ou sur la conversation, n'hésitez pas. Ah si, on a une personne. Oui, bonjour. Edith, je pense. Oui, au regard de ce que vous avez évoqué, Monsieur Carré, et du projet sur le département, ce qu'était en train de traduire Cynthia, on peut se poser la question si au final, pour les adultes, continuer d'apprendre à l'âge adulte serait, en tout cas la situation idéale serait-elle de se former sans forcément être dans un contexte de formation dite classique. Et c'est un petit peu ce qu'on cherche à faire dans le cadre du réseau Badjon-la-Creuse, c'est partager, mettre le doigt sur le fait que ce qu'on partage, ça peut être valorisé et que tout ça, c'est aussi de l'apprentissage. Est-ce que ça a été expérimenté ailleurs, sur d'autres territoires, mais pas dans un cadre de formation classique? Dans ces termes-là, je ne saurais pas dire, mais en tout cas, ce que vous dites est tout à fait juste. Il y a des dizaines d'occasions d'apprendre dans la vie et pas forcément toujours dans une situation instituée. Donc, quand vous dites badger, ça me renvoie un petit peu à la validation des acquis de l'expérience, à la VAE. Et la VAE, c'est typiquement une très grande avancée. C'est, on dit, une révolution sur des pattes de velours, parce que ça signifie qu'on peut faire reconnaître par la société les compétences ou les connaissances que l'on a développées par soi-même, en s'occupant d'enfants, en s'occupant d'autres personnes, ou en travaillant, ou en montant une entreprise, ou avec je ne sais quel développement de compétences qui s'est passé à l'extérieur des systèmes éducatifs. Pour reboucler sur la question en particulier de Google et d'autres, c'est qu'on quitte tout de même une société dans laquelle le seul moyen de faire reconnaître ses savoirs et ses compétences, c'était de s'inscrire et de passer un diplôme. Et passer un diplôme avec des profs et comme je disais tout à l'heure, des profs et des bibliothèques, quoi, c'était tout. Aujourd'hui, l'accès au savoir est beaucoup plus infiniment plus ouvert. Les occasions d'apprendre sont multiples et je pense que l'évolution juridique montre que, y compris les pouvoirs publics, prennent en compte le fait que pour apprendre, il ne suffit pas d'aller s'inscrire dans une formation, et voire même, à contrario, que ça peut servir à rien du tout d'aller s'inscrire à une formation. La question, c'est vraiment l'ajustement entre ce que j'ai envie d'apprendre, ce que je peux apprendre par moi-même, avec d'autres, et puis les ressources que j'ai à ma disposition. Et c'est dans ce domaine des ressources que vous intervenez, c'est-à-dire de créer des milieux qui soient des milieux nourriciers, des milieux facilitants pour que les gens développent des compétences et qu'ils soient valorisés dans cette entreprise-là. Par contre, c'est vrai que le contexte, alors
ce qui est compliqué au jour d'aujourd'hui, c'est quelle valeur accordent les professionnels, les employeurs sur cette manière d'apprendre hors circuit des organismes de formation classiques. Oui, vous avez raison. Bah là, oui, le combat est en cours, quoi. C'est-à-dire qu'il y a la PE, mais elle reste tout de même assez minoritaire. Hein. C'est pas la majorité des gens qui font. Je crois les chiffres qu'on a, c'est à peu près 6 à 8 millions de personnes qui vont dans des cours de formation, enfin, dans les formations officielles, formation continue, pour 40 ou 50 000 validations d'acquis par an. Et puis en plus, on pourrait dire que le système lui-même de la validation des acquis n'est pas encore vraiment tout à fait au point et performant. Et donc, le système a du mal à reconnaître ces apprentissages au quotidien. Mais quand on fait l'analyse, soit pour soi-même ou pour des proches ou des gens qu'on connaît, on peut vraiment s'interroger sur ce que certains auteurs appellent cet iceberg de la formation. C'est-à-dire, imaginez l'apprentissage des adultes comme un iceberg. Il y a la partie qu'on voit, c'est-à-dire l'inscription en formation. Je suis inscrit à un cours, je suis inscrit à un diplôme, je vais à la fac ou je vais à telle session de formation. Et puis, il y a 85% de l'iceberg qui représente tout ce qu'on apprend en dehors de ces moments de formation formelle. Et là, effectivement, oui, l'affaire n'est pas gagner, parce que c'est pas évident que cette reconnaissance sociale se fasse. Mais je pense que l'idée de territoire apprenant est porteuse de cette logique-là. C'est-à-dire que ce soit des territoires où l'on crée des structures pour que les gens apprennent plus facilement, plus rapidement, dans la proximité. Et une chose, moi, sur laquelle j'allais dire je me bats, mais je n'ai pas vraiment les armes pour me battre contre l'adversité dans ce domaine-là, mais c'est le fait que depuis une trentaine d'années, on a graduellement supprimé tout ce qui était, ou du moins mis en sourdine, tout ce qui était les équipements collectifs d'apprentissage au quotidien pour ce tiers public hein, qui n'est ni salarié ni demandeur d'emploi. On avait tout de même une grande ouverture des ateliers de pédagogie personnalisée. L'éducation nationale avait les centres permanents. On avait des débuts, comme au Royaume-Uni, de learning centers. Et l'idée, ça serait qu'il faudrait idéalement que chaque collectivité, à partir d'un certain nombre de milliers d'habitants, mais dispose de son centre d'apprentissage permanent, de son lieu apprenant, qui soit un lieu ouvert, hospitalier, nourricier pour l'apprentissage. Pas un lieu de formation où on fait des cours, même si ce n'est pas interdit de faire des cours et que ça sert beaucoup de faire des cours et des formations, mais des lieux qui fertilisent les souhaits et les projets d'apprentissage des adultes de tous les âges. Je crois qu'on a perdu Cynthia. Alors là, on est tout à fait orphelin parce que non, heureusement Guillaume est là. Oui, Cynthia a un problème de connexion. Elle essaye de revenir au plus vite, bien sûr. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Je voulais intervenir. Je vous entends, oui. Voilà. En fait, tout par hasard, parce qu'on parle en fait d'intérêt, on va trouver des problématiques par rapport à ces situations. Et moi, récemment, bon, c'est via Google, mais via une amie, en fait, j'ai eu écho d'une formation pour des maisons particulières qui s'appellent des carters. Et en fait, pourquoi je témoigne de ça, c'est que des fois, voilà, c'est important d'avoir comme information des choses qui existent et qui nous interpellent, et après savoir qu'on peut le mettre en place. Parce que cette personne qui a fait ces formations, c'est dans le Sud Finistère, elle est architecte de formation, elle a fait des choses par elle-même en autodidacte qu'elle a créé pour elle-même, donc des carters. Et après, elle a offert en fait cette formation pour comment les créer, parce qu'il y a un savoir-faire aux personnes qui auraient les mêmes idéologies écologiques, etc. Donc c'est vrai que c'est des choses qui pourraient fédérer plus d'une personne. Moi, j'ignorais jusqu'à il y a une semaine cette initiative qui, après, tout à chacun va faire les choses, mais c'est vrai que sans formation, on ne peut pas aboutir, même si on a une idée. Donc, je trouvais intéressant que sur ce territoire-là, une personne ait eu cette initiative et cette générosité de partager ces choses. Et donc, voilà, et je me suis aperçue que c'est via une copine, mais des fois, voilà, par le biais de Google, si on cible un peu nos centres d'intérêt, on peut effectivement accéder à des choses qui paraissaient de l'ordre de l'impossible et qui peuvent devenir concrétisables. Très bien. Merci beaucoup. Oui. Oui,
précise, bon, vous pourrez, si ça vous intéresse, aller voir sur Internet. Ce sont des maisons, en fait, qui sont faites en chaux et en chaume. Et du coup, il y a tout un savoir-faire. Et ce sont des maisons qui ressemblent à des dômes, en fait, parce que ça ne peut pas se construire de manière trop en édifice. C'est plutôt assez tendre. Et bon, après, c'est une idéologie écologique particulière. Tout le monde n'a pas envie de se créer une cartère. Mais il y a toute une dynamique écologique autour que je trouvais intéressant et en plus pour un coût dérisoire. Donc, ça donne des expectatives pour certaines personnes. Voilà. Très bien. Donc, c'est à voir sur Internet si ça vous intéresse. Merci beaucoup. Merci. La question du partage des savoirs, donc ça renvoie aussi à la question des réseaux d'échange réciproque de savoir là, que Claire Hébert-Suffren développe depuis très longtemps et qui consiste précisément à échanger des savoirs. Ce qui, je crois, pour des organisations comme la vôtre, pourrait être très intéressant si ce n'est pas déjà le cas. Guillaume, oui. on a perdu notre hôte. Oui, alors je peux essayer de l'appeler depuis Microsoft Teams, juste pour... bon, j'essaye juste ça et sinon... bon, et sinon, bah, on va clôturer comme on peut. Enfin... Je sais pas s'il y a d'autres interventions, hein, pas forcément des questions, mais ça oui, peut... si vous... C'est le moment de poser des questions, c'est sûr. Ouais, je voudrais juste compléter, si vous m'entendez, Sabine Pérou. Oui. Je trouve intéressant quand vous rappelez donc, ces trois concepts un petit peu fondateurs de la motivation, parce que moi, ça me renvoie à la place de l'accompagnateur. Hein, l'accompagnateur, que ce soit dans le champ de la formation, mais plus largement dans le champ social de l'insertion. Je pense même à l'accompagnement à la parentalité, où en fait, je pense que pour certaines personnes, l'accompagnateur a vraiment ce rôle aussi de guidance par rapport à ces valeurs qu'on s'accorde ou qu'on s'accorde pas, par rapport à ce sentiment de compétence qu'on a ou pas. Et donc, simplement, voilà, je pense qu'il y a vraiment un point de vigilance à avoir sur le rôle de la personne, enfin ça me fait penser à la pérédance aussi, hein, mais de l'adulte qui est à côté et qui va nous guider un petit peu sur les routes à prendre, on va dire. Le risque étant de parfois s'engager sur des parcours qui du coup vont entacher ce sentiment d'efficacité personnelle, par exemple. Vous suivez ce que je veux dire? Non, pas la fin, jusque-là oui, mais pas la dernière phrase. Je disais qu'après, le risque qu'on rencontre parfois, c'est un engagement sur des parcours qui finalement ne sont pas adaptés à là où on en est. Et par effet secondaire, ce sentiment d'efficacité, il est entaché. Les valeurs qu'on accorde à son objectif, elles diminuent, etc. D'où la nécessité, je pense, parfois d'un accompagnement ajusté pour aller vers les bonnes opportunités. Et aider à les définir. Tout à fait, merci. Et effectivement, le terme d'accompagnateur, alors l'accompagnement, c'est un terme qui monte depuis des années et qui, pour moi, est tout à fait compatible avec ce qu'on disait, c'est-à-dire la modification de ce que c'est que la formation des adultes et l'apprentissage et le passage de cette figure de l'enseigneur qui sait tout et qui va transmettre son savoir. Donc, comme on dit, le sage sur la chaire, là, qui surplombe les apprenants, les élèves, et qui leur transmet son savoir vers une figure d'accompagnement que moi je préfère appeler facilitation, parce que l'accompagnement, il y a des nuances de spécialistes là entre les deux, mais l'accompagnement, ça peut vouloir dire je t'accompagne là où tu ne veux pas aller, puisqu'on peut accompagner des gens en prison. On peut les accompagner à l'hôpital, on peut les accompagner même à leur dernière demeure. Donc l'accompagnement pour moi est un petit peu ambigu, alors que la facilitation, ça sous-entend qu'il y a en face quelqu'un qui a un projet ou qu'il y a quelque part un projet à faciliter. Et ça donne une image de la posture du professionnel dans ces métiers-là, qui est celui de rendre faisable, de faciliter, de rendre le plus pratique possible ce que la personne cherche à faire. Mais sinon, on est dans un vocabulaire qui est très voisin et qui consiste à travailler côte à côte et non pas face à face, quoi. Oui, le terme facilitateur me convient bien aussi. Écoutez, vous n'êtes pas toute seule, mais en France, il a du mal à décoller, mais
comme je disais tout à l'heure, dans la littérature américaine, c'est vraiment le terme consacré. Et il faut toujours surveiller ce qui se passe aux États-Unis parce que ça nous arrive après, pas forcément toujours pour le meilleur, mais en tout cas, ce sont des signaux précurseurs. Alors, excusez-moi, vous en aviez peut-être parlé, mais j'ai pris en cours de route, donc excusez-moi. Non, pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres dernières interventions? Et comme dit, là, ce n'est pas forcément des questions, hein, c'est aussi une occasion pour vous peut-être de nous faire part de vos réflexions sur tous ces sujets complexes. Bon, mais s'il n'y a plus de questions, enfin, n'hésitez pas à me couper si vous avez une question. Je pense qu'on va pouvoir clôturer ce direct de l'Open Savoir Festival. Donc, bien entendu, Cynthia s'excuse vraiment pour son problème de connexion, qu'elle n'a pas réussi à se connecter, mais je pense qu'elle est également très contente que la réunion a pu bien se passer par ailleurs. Et remercie beaucoup Monsieur Carré pour son intervention qui était très intéressante. Enfin, moi, je parle pour moi aussi. Personnellement, j'ai pris pas mal de notes intéressantes qui seront des pistes pour des recherches à suivre. Donc voilà, et je vous remercie tous pour votre présence. Et donc, je rappelle que demain, à 18h, donc c'est l'atelier sur l'éloquence avec l'association Voix publique. Donc, vous aurez toutes les informations, comme d'habitude, soit par courriel, si c'est comme ça que vous avez été contacté, soit sur Facebook. Voilà, et ben, encore merci à vous, Monsieur Carré, pour votre présentation. Merci à vous aussi. J'aurais préféré vous voir en vrai, mais c'était tout de même un plaisir que d'échanger avec vous dans ce mode temporaire, j'espère, de communication. Et bon courage pour tous vos projets qui sont tout à fait passionnants. Et à bientôt peut-être. Au revoir, merci. Merci. Merci, au revoir.